Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous emmène dans la banlieue de Kelowna, en Colombie-Britannique, au Canada, où un drame terrible a éclaté le 19 septembre 2019. L'affaire concerne la disparition inquiétante d'une jeune fille, âgée de 17 ans, qui n'est jamais arrivée en classe ce jour-là. Son corps a finalement été retrouvé 3 jours plus tard, et les circonstances entourant son meurtre sont rapidement devenues l'une des histoires criminelles les plus choquantes de la région. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un like et en vous abonnant à ma chaîne. À la fin de l'été 2019, la ville de Kelowna, dans son expansion résidentielle, était devenue un mélange contrasté de nature luxuriante, de vergers et de quartiers en plein essor. L'endroit semblait propice à une vie calme, à l'abri des tensions urbaines trop vives. Mais derrière les apparences paisibles, la communauté fut frappée de stupeur lorsqu'une adolescente, nommée Rachel Whitmore, disparut subitement. Cette jeune fille, au sourire timide, s'était fait connaître dans son lycée pour son sens de la camaraderie et ses bons résultats en classe. Elle habitait la même maison depuis l'enfance, un pavillon modeste et légèrement défraîchi, situé dans un quartier résidentiel à quelques kilomètres du centre-ville. Son père, Lance Whitmore, un ancien militaire de 45 ans, y vivait seul avec elle depuis le divorce survenu 2 ans plus tôt. La mère de Rachel, ayant déménagé dans une autre province après la séparation, ne passait que rarement dans la région, mais gardait avec sa fille un contact téléphonique relativement suivi. Rachel ne se plaignait pas ouvertement de ses conditions de vie, bien que, d'après une amie proche, elle se sentait parfois étouffée par les règles rigides imposées par son père. Lui, au regard sévère et aux cicatrices visibles sur les avant-bras, semblait incarner cette discipline issue de son passé militaire. Ancien soldat déployé en Afghanistan, il souffrait de maux dont il ne parlait presque jamais et préférait dissimuler ses tourments derrière un mutisme ferme. On le voyait régulièrement entretenir le jardin, participer à quelques travaux de bricolage ou encore réparer la clôture en bois autour de la maison. Les voisins le trouvaient réservé, pas franchement agressif en apparence, mais souvent inaccessible. Depuis environ 1 an, au moment où Rachel venait d'entrer dans son avant-dernière année de lycée, on avait remarqué qu'un homme habitant la maison de l'autre côté de la rue rendait parfois visite à Lance Whitmore pour des questions pratiques, notamment des pannes de voiture ou de tondeuse. Cette personne se nommait Kurt Delaney, âgé d'une 30aine d'années. C'était un individu de stature moyenne, les cheveux bruns coupés courts, et il arborait un tatouage élaboré sur l'avant-bras gauche. Il était reconnu dans le quartier pour son garage automobile, situé sur la même rue, où il réparait véhicules et motos pour un large cercle de clients. Des rumeurs circulaient, comme quoi Kurt avait connu autrefois des ennuis avec la justice. Des soupçons de vol ou encore une affaire d'agression physique avaient été évoqués, mais rien de très clair ou confirmé officiellement par les résidents. Cela ne l'empêchait pas de survivre en toute discrétion depuis son installation à Kelowna. Il évitait généralement les conflits et menait une vie plutôt effacée, malgré quelques écarts passés. Le 19 septembre 2019, un jeudi, Rachel quitta la maison un peu avant 7h30 du matin pour rejoindre le bus scolaire, selon le témoignage d'un voisin matinal qui promenait son chien. Pourtant, elle ne monta jamais dans le bus et n'arriva pas non plus au lycée. Lorsqu'à la mi-journée, plusieurs camarades s'aperçurent de son absence prolongée, ils envoyèrent des messages sur les réseaux sociaux pour vérifier si elle était souffrante ou en retard. Aucune réponse ne leur parvint. En milieu d'après-midi, sa mère, qui vivait désormais à quelques centaines de kilomètres, tenta de la joindre à plusieurs reprises par téléphone, mais Rachel ne décrochait pas. Ce comportement était inhabituel, car la jeune fille était réputée pour répondre rapidement, surtout à sa mère, avec qui elle entretenait un lien affectif fort, malgré la distance. Inquiète, l'ex-épouse de Lance contacta alors un membre du lycée qui lui apprit que Rachel n'était pas venue en classe.
Saisie d'angoisse, elle appela directement la police de Kelowna pour signaler sa disparition. Les autorités, évaluant la situation, dépêchèrent une patrouille qui se rendit au domicile de Lance Whitmer. Ce dernier répondit d'un ton sec qu'il ne savait pas où se trouvait sa fille, ajoutant qu'il l'avait vue quitter la maison le matin même et qu'il supposait qu'elle se trouvait au lycée ou chez une connaissance. L'officier de police qui recueillit les premières informations nota néanmoins une froideur surprenante dans la voix du père. Certes, il n'affichait pas de panique apparente, mais cette absence de préoccupation évidente pour sa fille disparue gêna l'officier. L'alerte fut vite lancée, car la mère de Rachel ne parvenait toujours pas à la joindre, et l'entourage de la jeune fille confirmait unanimement que Rachel n'avait pas pour habitude de disparaître sans explication. Des agents procédèrent à des vérifications dans le voisinage. Plusieurs voisins affirmèrent l'avoir aperçue partir de la maison ce matin-là, sac à dos sur l'épaule, mais personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'étrange, hormis le fait qu'elle n'était jamais montée dans le bus. Lorsque la disparition fut rendue publique dans la communauté, un sentiment d'angoisse gagna les habitants. Des affichettes avec la photo de Rachel furent placardées sur les panneaux d'affichage municipaux, dans les commerces de proximité, dans l'enceinte du lycée et sur les réseaux sociaux. Les réseaux locaux dédiés aux disparitions commencèrent aussi à relayer l'information. L'ex-épouse de Lance insista auprès des enquêteurs pour qu'ils interrogent le père plus en détail. Elle leur expliqua que Rachel se plaignait régulièrement de l'ambiance au domicile. Selon la jeune fille, les exigences paternelles se faisaient de plus en plus oppressantes. Les agents jugèrent qu'il était prématuré de pointer du doigt le père, mais ils notèrent que le climat familial restait potentiellement problématique. Au cours de cette première journée d'investigation, un élément surgit. Une amie proche de Rachel révéla à la police qu'elle était au courant d'un possible projet de fuite. Selon les confidences faites seulement la veille par Rachel, celle-ci n'en pouvait plus de vivre chez son père, redoutait ses colères silencieuses et pensait s'échapper pour s'installer avec quelqu'un d'autre, dans un endroit où elle pourrait respirer. L'amie ne savait pas qui était ce « quelqu'un », mais elle supposa qu'il s'agissait d'un amoureux, vu la manière dont Rachel parlait d'une « nouvelle vie ». Les enquêteurs se mirent alors à s'interroger. Si la jeune fille était véritablement partie de son plein gré, il pouvait s'agir d'une disparition volontaire. Toutefois, il restait étrange qu'elle n'ait donné aucun signe de vie, pas même à sa mère, qu'elle adorait. Les recherches se poursuivirent dans le quartier. Les 20 et 21 septembre, la police ratissa de fond en comble les environs, scruta les caméras de sécurité sur les axes routiers, questionna les conducteurs d'autocars et inspecta les aires de repos à la sortie de Kelowna. On ne dénicha malheureusement aucune trace de l'adolescente. La police fit alors appel à une unité cynophile pour explorer les bois et les terrains vagues alentours, dans l'hypothèse où la jeune fille aurait été victime d'un acte criminel ou d'un accident. Des volontaires de la région se joignirent aux recherches. Le soir du 21 septembre, un ami de la famille se rendit par curiosité, en compagnie d'un proche, sur le terrain situé derrière la maison de Lance. Il connaissait bien l'endroit pour y avoir stocké jadis des matériaux et des planches. Sur ce vaste espace herbeux, on trouvait une cabane délabrée et, non loin, une vieille clôture séparant la propriété de l'épaisse forêt qui l'abordait. À première vue, rien de notable ne s'y trouvait. Mais un détail attira l'attention de cet ami de la famille, une portion de terre récemment remuée, comme si quelqu'un avait procédé à un enfouissement. Il appela la police pour signaler l'anomalie et, dans la nuit, les enquêteurs envoyèrent une équipe qui, à la lueur de leurs torches, entreprit de creuser le sol et se heurta très vite à des planches grossièrement assemblées. Les planches formaient une sorte de caisse en bois, fermée de l'intérieur. Puis ils découvrirent l'horreur. Un corps enroulé dans un drap, manifestement celui d'une jeune fille.
Malgré la difficulté d'identification immédiate, il ne fit aucun doute qu'il s'agissait de Rachel Whitmore. Le choc fut immense, tant pour les bénévoles qui participaient encore aux recherches que pour l'officier en charge. Rachel venait d'être retrouvée morte sur le terrain de son propre père. La nouvelle se propagea comme une onde de choc dans la communauté, d'autant plus que la jeune fille, décrite comme souriante et douce, avait toujours semblé mener une existence plutôt tranquille. Les inspecteurs dépêchés sur place constatèrent que le corps présentait des blessures à la tête, probablement causées par un objet contondant. Selon l'analyse préliminaire du médecin légiste, la victime aurait d'abord été assommée, puis asphyxiée. D'autres marques sur l'intérieur de la caisse laissaient imaginer que la jeune fille aurait pu reprendre brièvement conscience avant de mourir, cherchant en vain à s'échapper. On releva en effet des griffures sur les parois internes du bois, témoignage poignant d'une lutte désespérée. Face à la gravité de la découverte, des enquêteurs spécialisés prirent le relais. L'enquête se recentra immédiatement sur Lance Whitmore. Celui-ci fut découvert à l'intérieur de sa maison, le regard vide, et ne protesta pas lorsque la police l'escorta au poste. On procéda à l'examen minutieux de chaque recoin du domicile. Le garage attira l'attention, car l'on y trouva divers outils, alignés avec un soin presque militaire, parmi lesquels un lourd marteau dont la surface paraissait abîmée récemment. Une analyse ultérieure devait confirmer que des éclaboussures suspectes étaient présentes sur le manche. Les techniciens de scène de crime, vêtus de combinaisons blanches, prirent des échantillons pour une étude ADN. Dans la chambre de Rachel, on découvrit des journaux intimes, de nombreux cahiers de cours et une série de lettres manuscrites bien cachées dans une boîte rangée sous le lit. Ces lettres, des messages d'amour explicites, étaient toutes signées de la même main, Kurt Delaney. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer la tournure sensible que prenait le dossier. La jeune fille entretenait une liaison amoureuse secrète avec ce voisin de 31 ans. Cette révélation jeta un éclairage brutal sur les tensions familiales qu'elle subissait. À présent, deux pistes se dessinaient. Soit le père, enragé par la relation, était responsable du meurtre, soit d'autres acteurs étaient impliqués. Quelques heures plus tard, la police se rendit chez Kurt Delaney, qui vivait juste de l'autre côté de la rue. L'homme sembla nerveux lorsqu'il ouvrit la porte. Interrogé sur le champ, il déclara qu'il n'avait pas revu Rachel depuis plusieurs jours et qu'il ignorait où elle pouvait être. Les agents l'informèrent alors que la jeune fille avait été retrouvée morte. Kurt se montra abattu, mais sa réaction leur parut ambiguë. On le conduisit au poste pour un interrogatoire formel. Il raconta avoir eu une liaison avec elle, reconnaissant que c'était une décision à la fois insensée et risquée, compte tenu de l'âge de la jeune fille. Il prétendit cependant que leur relation était tout à fait consentie, qu'il n'avait jamais cherché à la forcer à quoi que ce soit. Il aurait mis fin à cette romance quelques jours avant la disparition, parce qu'il ne supportait plus les complications potentielles et craignait la colère du père. Concernant la nuit du 18 au 19 septembre, Kurt expliqua avoir dormi chez lui, seul, et n'avoir aucune idée de ce qui avait pu se passer. Son alibi reposait sur des déclarations floues. Il prétendait qu'un client de son garage l'avait appelé tard dans la soirée pour une urgence automobile, mais ne se rappelait plus l'heure exacte. Les enquêteurs restèrent perplexes. Aucun appel téléphonique émanant de ce prétendu client ne figura sur sa liste de contacts. Les soupçons montèrent et Kurt fut placé sous surveillance, mais pas encore en état d'arrestation, faute de preuves concrètes. De son côté, Lance Whitmore, durant son premier interrogatoire, demeura étrangement silencieux. Il ne nia pas son ressentiment envers le voisin. Il admit qu'il avait récemment découvert que Kurt fréquentait sa fille. Furieux, il avait menacé de porter plainte et d'aller corriger cet homme, le traitant de tous les noms. Toutefois, il assura ne pas l'avoir tué, ni lui, ni sa fille.
Il rejeta la faute sur Kurt, insinuant que celui-ci aurait pu enlever Rachel parce qu'elle cherchait à rompre avec lui. Mais, confronté à l'évidence du corps enterré dans son propre terrain, il resta confus, marmonnant qu'il ignorait qui avait creusé ce trou derrière la cabane délabrée. Les enquêteurs remarquèrent que, dans ses déclarations, il changeait souvent de version, parfois dans un accès de colère contre Kurt, parfois dans des moments où il semblait regretter, comme s'il était partagé entre un sentiment de culpabilité et le désir d'accuser le voisin. Ce crime ébranla la police locale, qui ne s'attendait guère à un homicide si atroce dans un quartier somme toute paisible. Les deux principaux détectives chargés de l'affaire avaient chacun leur style particulier. L'un, un enquêteur chevronné, doutait fortement que quiconque d'autre qu'un proche ait pu accomplir un meurtre aussi personnel. Il étudiait avec minutie chaque indice, préférant une approche méthodique et documentaire. L'autre, plus jeune et enclin à se fier à son intuition, ne voyait pas seulement le père comme un coupable tout désigné. Il voulait garder un œil sur Kurt, car il trouvait suspect que ce voisin affiche des comportements contradictoires. Les agents procédèrent à un examen poussé de la boîte aux lettres dans la chambre de Rachel. Les lettres d'amour révélaient un climat passionnel. Kurt y évoquait des projets d'avenir avec la jeune fille, parlant de s'installer dans une autre ville où personne ne les jugerait. Certaines lettres, plus récentes, trahissaient pourtant des tensions. Rachel semblait hésiter, craignant de perdre le lien avec sa mère, regrettant de ne pas pouvoir continuer sa scolarité. Les enquêteurs en vinrent à la conclusion qu'une rupture était sans doute imminente. En complément des lettres, des messages retrouvés sur le téléphone de Rachel, analysés par un technicien spécialisé en cybercriminalité, révélaient chez plusieurs échanges le soir précédant sa disparition. Elle se plaignait à Kurt du comportement de son père, qu'elle trouvait de plus en plus menaçant. Kurt y répondait que le seul moyen de se libérer pour de bon était de éliminer ce danger, sans plus de précision. Ces mots, vagues et ambigus, pouvaient s'interpréter de multiples façons. Avait-il incité Rachel à porter plainte, à fuguer, ou sous-entendait-il quelque chose de plus sinistre? L'hypothèse que Kurt ait pu manipuler la colère du père germa dans l'esprit du jeune enquêteur. Et si, en réalité, Kurt avait joué un jeu dangereux, cherchant à provoquer un conflit violent dont la victime serait la jeune fille elle-même? Les déclarations du médecin légiste apportèrent des éléments cruciaux. La victime était toujours en vie, mais inconsciente, lorsque son agresseur l'avait enfermée dans la caisse en bois. Les bords intérieurs portèrent des griffures et des traces de sang mêlées d'ongles, signe qu'elle avait repris connaissance avant de manquer d'oxygène. La date approximative du décès correspondait à la nuit du 18 au 19 septembre, ou aux premières heures du 19 septembre. Ce qui signifiait que Rachel n'était pas partie rejoindre le bus. Elle avait probablement été agressée peu de temps après s'être préparée pour aller en cours. L'autopsie confirma que la cause la plus immédiate de la mort avait été l'asphyxie, consécutive au placement forcé dans cette caisse scellée. Tandis que l'attention des médias locaux s'intensifiait, on commença à spéculer sur les motivations du meurtrier. Les circonstances semblaient pointer la jalousie ou la colère paternelle. Toutefois, la police poursuivait ses investigations en ne négligeant aucune piste. Les interrogatoires de l'entourage de Rachel révélèrent que la jeune fille avait évoqué un possible départ précipité, planifié avec Kurt. Certains se souvenaient qu'elle paraissait nerveuse depuis des semaines, comme si elle redoutait la découverte de cette liaison par son père. Elle avait confié à quelques amis qu'elle souhaitait rompre avec Kurt parce qu'elle trouvait la situation trop dangereuse, mais qu'elle se sentait piégée. L'ombre de la manipulation psychologique planait maintenant sur cette affaire. Dans l'intervalle, la police incarcéra Lance Whitmore, considérant que, face à la preuve matérielle, le corps enterré dans sa propriété, il représentait le suspect principal. Les détectives
présentèrent devant un juge des éléments suffisants pour justifier un acte d'accusation formel pour meurtre. Durant les premières comparutions, l'ex-militaire n'eut pas vraiment l'occasion de s'expliquer, et son avocat, commis d'office, s'opposa à toute déclaration hâtive. Les journalistes se saisirent de l'affaire, soulignant que la maison du suspect n'était pas entretenue depuis plusieurs mois, que les factures d'électricité demeuraient impayées et que Lance, incapable de retrouver un équilibre depuis la fin de sa carrière militaire, s'était replongé dans une rigidité quasi obsessionnelle vis-à-vis de sa fille. Un proche de la famille, interrogé par une chaîne de télévision régionale, déclara qu'il n'était pas surpris de ce drame, car Lance voyait Rachel comme une extension de son autorité et non comme une adolescente libre de ses choix. C'est à ce stade que le grand public apprit que Rachel, mineure, entretenait une relation amoureuse avec un voisin de 14 ans, son aîné, déjà condamné pour voie de fait. L'indignation se focalisa aussi sur Kurt. Dans cette région généralement prudente, la découverte d'une liaison entre une adolescente et un ex-détenu provoqua un tollé. La police reçut plusieurs appels anonymes dénonçant Kurt comme un pervers, un manipulateur, voire un complice probable du meurtre. Malgré l'absence de preuves tangibles le liant directement à la mise à mort de Rachel, les enquêteurs le gardèrent sur leur liste de suspects potentiels. Cependant, la priorité demeurait la construction d'un dossier solide contre le père, dont l'accès direct et l'autorité sur la victime faisèrent de lui l'auteur le plus probable. Au fil des semaines qui suivirent, le procureur de la couronne, chargé de l'accusation, assembla les éléments pour préparer le procès contre Lance Whitmer. Les audiences préliminaires permirent de faire ressortir des détails glaçants sur l'instant où Rachel fut frappée. Le coup porté à la tête résultait probablement de l'usage d'un marteau ou d'un objet lourd comparable. L'ADN de la victime figurait partiellement sur un tel outil découvert dans le garage, et des traces de sang séché, partiellement lavé, y étaient toujours présentes. L'empreinte digitale de Lance se trouvait sur le manche, ce qui n'était guère surprenant au vu de ses travaux de bricolage, mais la conjonction de toutes ces preuves pesait lourd contre lui. Les défenseurs de Lance tentèrent de mettre en avant d'éventuels doutes, soulignant l'absence de témoins directs et la possibilité que Kurt, dont on connaissait les antécédents violents, ait voulu se débarrasser de Rachel parce qu'elle menaçait de dénoncer leur relation. Ils pointèrent aussi le fait que Kurt disposait facilement d'outils identiques dans son garage automobile. Pourtant, les juges furent sensibles au témoignage d'une voisine qui rapporta avoir entendu une dispute violente entre Rachel et son père la veille de sa disparition. Selon ses mots, elle avait perçu un hurlement, puis des bruits de choc sourds. Cette voisine ne s'était pas manifestée immédiatement, par peur de s'immiscer dans ce qu'elle prenait pour un problème familial. Ce récit, bien que difficile à dater précisément, avait tendance à incriminer Lance, faisant pencher la balance en faveur de l'hypothèse d'un accès de rage contre la jeune fille. Au cours de la phase d'instruction, la police procéda à des analyses forensiques supplémentaires sur le téléphone de Rachel et sur un ordinateur portable qui se trouvait dans sa chambre. Ils y trouvèrent de nombreux messages rédigés par la jeune fille, exprimant sa peur grandissante de son père. Il ressortait de ses écrits qu'elle cherchait un moyen de s'évader et qu'elle songeait à demander un ordre de protection si la situation empirait. Pourtant, on retrouvait aussi des indices d'une relation conflictuelle avec Kurt. Dans certains échanges, Rachel lui reprochait d'avoir menti sur son passé judiciaire. Elle prétendait qu'elle n'aurait jamais entamé une liaison s'il lui avait avoué ses problèmes de violence. Kurt répondait en minimisant ses antécédents. Il exhortait Rachel à le suivre pour s'installer loin de Kelowna, mais le ton de ses messages se faisait parfois agressif dès que la jeune fille marquait la moindre hésitation. Cette ambivalence troubla les enquêteurs, mais n'apportait pas la preuve formelle d'une implication directe de Kurt dans la séquence du meurtre. L'enquête connut un tournant lorsqu'on mit la main sur une caméra embarquée que Rachel avait fait installer discrètement dans sa voiture.
Bien qu'elle ne conduisît pas encore régulièrement, elle empruntait parfois la voiture d'un oncle pour s'entraîner avant l'examen. La date du dernier enregistrement remontait à peu près à la veille de la disparition. On y entendait la voix de Rachel, à peine audible, s'adresser à quelqu'un, vraisemblablement Kurt. Il l'encourageait à faire quelque chose pour se débarrasser définitivement de l'emprise paternelle. Cette conversation se concluait par une phrase énigmatique de Kurt. « Tu ne pourras jamais lui échapper tant qu'il sera là. Il faut soit fuir, soit en finir avec lui. » Les enquêteurs comprirent à quel point l'influence psychologique qu'il exerçait pouvait être dangereuse. Ils commencèrent à imaginer un scénario où Kurt, redoutant que Rachel le quitte, aurait volontairement attisé la colère de Lance pour provoquer un affrontement fatal. Malgré ces nouveaux éléments, rien ne venait clairement disculper le père, qui restait le principal suspect, eu égard aux circonstances de la découverte du corps. Confronté à l'accumulation de preuves, Lance finit par avouer partiellement. Durant un interrogatoire décisif, il déclara qu'il avait, dans un accès de rage, frappé Rachel lorsqu'il s'était aperçu qu'elle projetait de s'enfuir. Il justifia son geste en disant qu'il tentait de la protéger d'une relation qu'il jugeait perverse et destructrice. Il affirma ne pas se souvenir précisément avoir enfermé sa fille dans la caisse en bois, mais reconnut avoir transporté son corps, encore inanimé, derrière la cabane. Son souvenir restait flou, troublé par ce qu'il décrivait comme un moment de folie passagère, possiblement aggravé par sa détresse psychologique latente. Cette confession fut suffisante pour le conduire directement devant la justice, accusé de meurtre au premier degré. Le procureur argumentait que, compte tenu de la préméditation suggérée par le creusage du trou et la fabrication de la caisse, il était peu plausible que tout cela fut le fait d'une explosion de rage purement spontanée. Lorsque le procès s'ouvrit, la cour de Kelowna fut envahie par une foule de journalistes, de curieux et de voisins venus assister à ce spectacle judiciaire tragique. Les représentants de l'accusation alignèrent leurs éléments. Preuves matérielles, aveux incohérents, présence du corps dans la propriété du père, liaison interdite, découverte. Ils s'appliquèrent à démontrer l'existence d'une relation tyrannique entre Lance et sa fille, visant à convaincre le jury que cet homme, perdu dans ses colères intérieures et incapable de supporter l'indépendance de Rachel, avait commis l'irréparable. De son côté, la défense tenta de plaider l'altération du jugement. On invoqua les séquelles psychologiques de la guerre subie par Lance, l'éventuelle instigation de Kurt, et la folie soudaine que pouvait déclencher une crise de stress post-traumatique. L'argument principal reposait sur l'idée que le père n'avait pas prémédité le crime, mais qu'il s'était laissé emporter par sa rage et sa confusion. Il ne s'agissait donc pas d'un meurtre au premier degré, mais d'un homicide commis sous le coup de l'émotion, ce qui changerait considérablement la peine encourue. Une étape cruciale du procès survint lorsque Kurt Delaney, cité comme témoin, comparut à la barre. Sa tenue était soignée, son expression humble, comme s'il tentait d'incarner la figure d'un simple citoyen, malheureusement mêlé à un drame familial. Il confirma sa liaison avec Rachel, mentionna leur projet de vivre ensemble et affirma que le père de la jeune fille était un homme dangereux, instable et paranoïaque. Il refusa toutefois de reconnaître la violence des propos tenus dans les messages retrouvés, soutenant que les mots avaient été sortis de leur contexte et qu'il voulait seulement encourager Rachel à quitter un domicile toxique. L'interrogatoire du procureur chercha à le pousser dans ses retranchements. Pourquoi avoir entretenu une relation secrète avec une mineure? Pourquoi avoir envoyé des messages qui semblaient inciter à une confrontation? Kurt resta évasif, se bornant à dire qu'il se sentait concerné par la sécurité de Rachel, qu'il regrettait de n'avoir pas su l'aider, mais qu'il ignorait que tout finirait ainsi. On ne put techniquement l'inculper, car la scène du crime, les armes
et la plupart des preuves pointaient vers le père. De plus, Kurt affirmait qu'il était chez lui, la nuit du drame, sans témoin, mais sans qu'un élément matériel prouvât sa présence sur les lieux du crime. Au fil des audiences, le jury prit conscience de la profonde détresse psychique de Lance. Lors de son déploiement militaire, il aurait vu mourir plusieurs compagnons, et certains certificats médicaux attestaient qu'il souffrait depuis son retour d'épisodes dépressifs, potentiellement de stress post-traumatique. On relaya ensuite de nombreux témoignages de connaissances qui dépeignaient un homme hanté, toujours aux aguets, incapable de faire confiance à la moindre personne extérieure à sa famille. L'un des psychiatres, appelé à la barre, expliqua que Lance maniait l'autorité avec une sévérité extrême. Or, face à l'éventualité d'une fuite de sa propre fille, son monde entier avait pu s'effondrer. Sous cette lumière, la défense s'employa à dépeindre l'accusé comme un être perturbé qui, dans un moment de panique, avait terriblement dérapé. La ligne de l'accusation, cependant, s'appuyait sur la cruauté des circonstances. Non seulement Rachel avait été frappée, mais surtout, elle avait été enfermée, encore vivante, dans une caisse en bois, puis enterrée. Il ne s'agissait pas d'un simple accès de colère. Tout cela témoignait d'une logique de mise à mort atroce et planifiée. Les jurés prirent donc acte de ce raisonnement, d'autant que l'intervention tardive de Lance pour appeler les secours n'avait jamais eu lieu. Au contraire, il était resté passif, comme s'il assumait pleinement la disparition de sa fille. Sa passivité face aux premiers appels de la police, son manque de réaction lorsque des agents vinrent l'interroger, tout cela renforçait le sentiment qu'il avait consciemment cherché à effacer les preuves de son crime. C'est ainsi que, après de nombreuses semaines de procès, et malgré la tentative de la défense de faire requalifier les faits en homicide involontaire ou en meurtre au 2e degré, le tribunal déclara Lance Whitmore coupable de meurtre au 1er degré, assorti d'une condamnation à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant un long nombre d'années. La juge, dans sa décision, insista sur la vulnérabilité de la victime, la cruauté des actes et le caractère impardonnable de la violence perpétrée dans le cadre familial. Les citoyens de Kelowna, bouleversés, accueillirent cette sentence avec un sentiment partagé de soulagement et d'horreur. Peu après le procès, les médias relayèrent des bribes d'informations inédites qui relancèrent l'affaire. On avait découvert, enfoui dans le système informatique de la voiture, que Rachel utilisait une séquence audio beaucoup plus explicite, enregistrée quelques jours avant sa mort. Dans ce bref extrait, Kurt adoptait un ton clairement manipulateur, insistant lourdement pour que Rachel se libère du joug paternel, avant que la police ou d'autres proches ne s'en mêlent. Ce qui était le plus dérangeant dans cette conversation était cette phrase. « Tu ne pourras jamais t'enfuir pour de bon s'il est encore dans les parages. Ne l'oublie pas. » Interrogés, les enquêteurs demeurèrent prudents, préférant ne pas conclure prématurément sur la portée de ces paroles. Toutefois, un nouveau procureur adjoint émit l'hypothèse que Kurt, ne supportant pas l'idée d'être quitté par Rachel, l'avait peut-être poussé à provoquer un conflit avec son père, quitte à aboutir au pire. Peut-être cherchait-il à faire accuser Lance d'un meurtre qu'il avait, en réalité, planifié dans l'ombre. Mais aucune preuve concrète ne démontrait que Kurt eût physiquement participé à l'agression de Rachel. Les seules certitudes étaient à ce que le père avait porté les coups, enfermé sa fille vivante et qu'il l'avait enterrée. Sur l'enregistrement, on ne percevait aucune indication claire que Kurt se trouvait sur place au moment du crime. Pourtant, la suggestion d'un rôle de manipulateur restait bien réelle. Cette révélation suscita un tollé dans la presse. Beaucoup s'interrogèrent. Lance aurait-il été la marionnette involontaire de Kurt, poussé à commettre ce meurtre par jalousie ou manipulation? Des voix élevèrent la possibilité de rouvrir l'enquête, voire de poursuivre Kurt pour incitation. Dans l'état actuel des lois,
prouver le lien de causalité entre la manipulation verbale et l'acte homicide n'était pas chose aisée, et l'on manquait d'éléments pour établir une conspiration entre les deux hommes. Pourtant, l'affaire prit un nouveau tournant lorsque la mère de Rachel, déterminée à ne pas laisser Kurt impuni, fit pression sur un organisme d'aide aux victimes pour qu'il soutienne une action en justice visant le voisin. L'organisme, composé de juristes et de bénévoles, organisa une campagne de sensibilisation pour réclamer des compléments d'enquête. L'opinion publique se scinda alors entre ceux qui jugeaient Kurt au moins moralement responsable et ceux qui estimaient que Lance, par son aveu et par les preuves accablantes, demeurait l'unique meurtrier. Au-delà de la scène judiciaire, la communauté de Kelowna ne retrouva pas sa quiétude. Pendant des semaines, on parla de Lance comme du père infanticide, de Kurt comme du voisin manipulateur, et de Rachel comme de la jeune fille sacrifiée au nom d'un amour défendu. Les ados du lycée qu'elle fréquentait organisèrent un mémorial en son honneur. Ils plantèrent un cerisier dans la cour, décoré de petits rubans colorés où figuraient des messages d'adieu et des vœux d'une vie meilleure dans l'au-delà. Les professeurs, sous le choc, rappelèrent la nécessité de prêter attention aux signaux d'appel à l'aide émis par les jeunes subissant des violences familiales. Les mois passèrent, et l'histoire continua de hanter les consciences. Les rumeurs ne cessèrent de circuler autour du rôle possible de Kurt. Certains habitants rapportèrent l'avoir aperçu roulant à grande vitesse dans la nuit, quelques jours avant le meurtre, comme s'il traquait la jeune fille. D'autres affirmaient que Kurt se vantait, dans sa jeunesse, de pouvoir manipuler n'importe qui. Si la plupart de ces témoignages reposaient sur des racontars plus ou moins crédibles, ils alimentaient néanmoins la conviction que la mort de Rachel n'était pas simplement le fait d'un père violent. Une piste s'ouvrit timidement. La police chercha à savoir si Kurt avait déjà commis des délits similaires ou s'il avait poussé d'autres personnes à la violence. Ses anciens dossiers judiciaires firent état d'une bagarre en bar, d'un vol de moindre importance, mais rien d'aussi grave qu'un homicide. Petit à petit, la pression redescendit. Kurt continua sa vie, manifestement en gardant un profil bas. Il déménagea peu de temps après, abandonnant la petite maison face au domicile de Lance, la mettant en vente via un agent immobilier local. Officiellement, il prétendait ne plus supporter l'hostilité du voisinage, qui le considérait comme un monstre. Il s'en alla pour une autre province, peut-être pour se refaire un nom, ou pour fuir les soupçons. La mère de Rachel, elle, demeura un temps à Kelowna afin de faire son deuil, puis repartit vivre auprès de sa propre famille. Dans l'imaginaire populaire, ce double départ résonna comme un aveu de culpabilité. Chacun avait perdu ce qu'il avait de plus cher, Lance sa liberté et Rachel sa vie, tandis que Kurt, suspecté sans preuve, s'éloignait avant que l'enquête ne puisse le rattraper. En parallèle, Lance entama sa peine à perpétuité dans un établissement pénitentiaire fédéral. Il y passait ses journées dans un mélange de résignation et de colère, selon les rares personnes qui lui rendaient visite. Peu nombreux étaient les volontaires, prêts à discuter avec un père condamné pour avoir tué sa propre fille. Quelques organisations s'intéressaient à son état mental, tentant de comprendre si le stress post-traumatique lié à son passé militaire avait pu jouer un rôle aggravant. Les entretiens psychologiques menés en prison révélèrent qu'il oscillait entre la justification de son acte par la nécessité de protéger Rachel d'un homme qu'il considérait comme dangereux et la culpabilité écrasante de l'avoir enfermée, d'avoir scellé son destin. L'absence de perspective de libération avant de très nombreuses années laissait présager qu'il finirait sa vie derrière les barreaux, ou qu'il en sortirait très âgé, coupé du monde. Les familles voisines continuèrent à se demander si tout cela aurait pu être évité, si quelqu'un avait su détecter à temps les signaux avant-coureurs. Rachel, qui aurait dû passer son diplôme de fin d'études l'année suivante,
ne reviendrait jamais courir dans le stade du lycée, ni chanter durant le spectacle de fin d'année. Certains se souvinrent de son grand intérêt pour la photographie, de ses clichés pris dans le parc municipal, où elle aimait immortaliser les arbres à la tombée du jour. On découvrit même, lors de la fouille numérique de son ordinateur, une série de photos où elle se représentait elle-même, le regard triste, légendé de phrases évoquant la liberté et le besoin d'échapper à une prison intérieure. Le souvenir douloureux de cette affaire s'inscrivit donc profondément dans la mémoire collective de Kelowna. Les conversations tournaient autour des questions morales soulevées. Jusqu'à quel point un parent peut-il imposer son autorité? Où commence la responsabilité d'un tiers qui manipule et envenime sciemment la situation? Les enseignants tentèrent d'améliorer la prévention des violences intrafamiliales, tandis qu'un groupe local se mobilisa pour soutenir les adolescents en difficulté psychologique. Les policiers, eux, en vinrent à souligner l'importance d'une vigilance mutuelle. Si le voisinage avait entendu des disputes, n'était-il pas envisageable qu'une intervention plus rapide eût pu sauver la vie de Rachel? 1 an après le procès, l'affaire connut un rebondissement discret, sans grand écho médiatique. Un détective retraité se replongea dans les enregistrements de la caméra automobile de la jeune fille. Il remarqua de nouveaux fichiers audio, partiellement corrompus, dont l'expertise technique pouvait éventuellement fournir quelques secondes supplémentaires de conversation entre Kurt et Rachel. On fit appel à un laboratoire spécialisé pour tenter de récupérer les données, mais les efforts n'aboutirent qu'à un fragment inaudible. Le procureur adjoint, qui supervisait encore officieusement l'affaire, admit que les chances de prouver une quelconque complicité de Kurt étaient quasiment nulles. Néanmoins, il conserva l'idée qu'il eût pu exister un plan sinistre, un piège psychologique dans lequel le père de Rachel serait tombé tête baissée. Au fil du temps, l'organisme d'aide aux victimes qui épaulait la mère de Rachel demanda au gouvernement de revoir la loi concernant l'incitation à commettre un crime, afin de rendre possible la poursuite de ce type de manipulation. Quelques représentants publics, sensibilisés par la tragédie, évoquèrent la proposition dans des débats, mais rien de concret ne fut voté. Les sympathisants du mouvement estimèrent qu'il était très difficile de légiférer sur des propos ambigus, surtout si aucun acte direct, achat d'armes, participation physique, n'était prouvé. Cela laissait un goût amer aux proches de Rachel, persuadés que Kurt portait une part de responsabilité dans cet homicide abject. L'ami proche de la victime, notamment, souffrait d'un profond sentiment de culpabilité. Elle aurait aimé convaincre plutôt Rachel de chercher de l'aide auprès de la police ou des services sociaux, mais ne savait pas comment agir devant les confidences chaotiques d'une jeune fille en plein tourment. Certains journalistes, cherchant un regain d'audience, firent leur gros titre sur l'idée du « crime parfait par procuration », suggérant que Kurt avait habilement attisé la peur et la colère de Lance contre sa propre fille, rendant ce dernier fou de rage au point de commettre l'irréparable. Les experts judiciaires rappelèrent pourtant que l'on n'avait pas découvert la moindre entente formelle entre Kurt et le père de Rachel. En l'absence de preuves ou de témoins, on ne pouvait légalement incriminer le voisin pour un tel délit. Dans le même temps, une frange de l'opinion clamait que Lance n'était qu'un criminel atroce, parfaitement conscient de son geste, et qu'il cherchait à rejeter la faute sur Kurt pour diluer ses propres responsabilités. Les débats, souvent houleux, embrasaient les forums Internet locaux. Puis, peu à peu, comme dans la plupart des affaires criminelles, l'affaire perdit de son intensité médiatique, remplacée par d'autres faits divers. Pourtant, les cicatrices demeurèrent. Les proches de Rachel organisèrent chaque année, le 19 septembre, une veillée en sa mémoire. Dans le parc de Kelowna, au bord d'un grand lac, une plaque commémorative fut installée avec l'autorisation de la municipalité, rappelant aux visiteurs la tragédie d'une jeune fille partie trop tôt
et invitant à ne jamais fermer les yeux sur la violence et la détresse d'autrui. Les responsables de la ville, conscients de l'onde de choc suscitée par cette histoire, tentèrent de promouvoir le dialogue au sein des familles, appuyant des initiatives scolaires de prévention. Des affiches, dans les couloirs du lycée, incitèrent les élèves à signaler tout cas de harcèlement ou de maltraitance. La mère de Rachel, de son côté, fit publier à compte d'auteur un petit recueil de textes et de dessins que sa fille avait réalisé. Il s'intitulait « Les papillons de la liberté », évoquant les rêves d'émancipation qui hantèrent l'adolescente. Dans la préface, la mère insistait sur la nécessité de réformer la manière dont la société gérait les conflits intrafamiliaux et de se pencher sérieusement sur les risques que pouvait représenter un environnement familial malsain. Elle y glissait aussi quelques allusions à Kurt, à la méfiance que Rachel exprimait à son égard dans ses derniers messages, témoignant d'un profond malaise face à ses incitations parfois inquiétantes. Ce recueil, sans être un best-seller, toucha le public local sensible à l'affaire et fut souvent mentionné lors des débats sur l'instauration d'une meilleure protection des mineurs. Des rumeurs coururent également, selon lesquelles, juste avant le meurtre, Lance aurait confronté Kurt dans le garage, quelques heures avant la tragédie. Des témoins affirmèrent avoir entendu des éclats de voix tard le soir, mais tout demeurait trop flou pour en tirer des certitudes. On ignorait si Rachel était présente, si Kurt l'avait manipulée pour orchestrer une confrontation, ou si, au contraire, le père était venu défier son voisin, lâchant sa rage dans un ultime sursaut. La chronologie exacte de cette nuit fatidique et le rôle précis de chacun demeurèrent des zones d'ombre que ni l'enquête initiale, ni les tentatives ultérieures ne purent entièrement dissiper. Au fil des ans, Kelowna continue d'évoquer cette histoire en guise d'avertissement. Le nom de Rachel demeure associé à une tragédie familiale où se mêlent la domination psychologique, la violence latente, l'emprise affective et la trahison. Le dossier judiciaire, officiellement clos pour ce qui concerne la culpabilité de Lance, reste dans les archives de la police, avec néanmoins la mention d'une nouvelle ligne d'investigation potentielle à l'égard de Kurt Delaney. Les vieux inspecteurs qui ont participé à l'instruction se disent parfois qu'il reste encore des éléments inexploités, faute de temps ou de ressources. Mais sans preuve tangible, la réalité judiciaire demeure figée. Au-delà du caractère spectaculaire de l'affaire, elle est devenue un symbole de la fragilité de l'équilibre familial, quand la communication est rompue et que la violence, larvée ou manipulée, prend le dessus. Rachel, cette jeune fille, décrite par ses amis comme douce et pleine de rêves, n'aura pas eu la chance de concrétiser ses projets. Sa disparition brutale résonne comme un appel à la vigilance et à l'empathie. Derrière les façades de nombreuses maisons, dans nombre de quartiers réputés sans histoire, peuvent se cacher des drames insoupçonnés, nourris par des secrets, des culpabilités et des non-dits. L'histoire de Kelowna rappelle que rien n'est jamais totalement à l'abri, et qu'il suffit parfois d'une rencontre malsaine ou d'un conflit mal géré pour précipiter les âmes les plus fragiles dans l'irréparable. J'arrive maintenant à la fin de ce récit, et j'espère du fond du cœur avoir su vous le transmettre avec clarté et respect. De mon côté, en tant que narratrice, je me sens toujours bouleversée lorsque je pense à cette jeune fille sacrifiée sur l'autel du contrôle et de la manipulation. Je tiens sincèrement à ce que personne n'oublie Rachel et tout ce que ce drame peut nous enseigner. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Je vous suis très reconnaissante d'être restés avec moi pour découvrir chaque recoin de ce dossier, et j'espère que nous pourrons, à travers nos échanges, mieux comprendre les rouages des crimes réels. Je vous invite à parcourir les autres vidéos que j'ai consacrées à des affaires similaires, car je suis convaincue que la connaissance de ces histoires tragiques peut nous aider à mieux protéger notre entourage.
J'ai hâte de partager encore d'autres enquêtes passionnantes et de continuer à réfléchir avec vous sur la complexité de la nature humaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.